Bonjour à tous ceux qui sont présents à notre nouveau webinaire Médoucine, la médecine douce en toute confiance. Moi, donc, je suis Nolwenn et pour tous ceux qui ne le savent pas encore, Médoucine a pour mission d'aider le plus grand nombre, le grand public, à être au meilleur de leur santé naturellement. Et pour cela, nous créons le réseau de référence de praticiens certifiés et validés en médecine douce, dont Jennifer et Hélène Rosenblum font partie. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau, vous pouvez directement nous contacter, faire un petit message ou aller sur notre site internet medoucine.com. À la fin de la conférence, vous retrouverez toutes les notes, les explications. Hélène et Jennifer ont aussi fait une petite présentation qui sera diffusée sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous enverrai un petit mail avec de toute façon le lien de la vidéo et le lien de la présentation. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre aussi, on a un groupe Facebook dédié aux thérapeutes de médecine douce, donc ça s'appelle Thérapeutes de Médoucine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et rejoindre aussi la newsletter pour être au courant des prochaines conférences et des prochains événements. Voilà. Donc, bon, nous allons commencer. Si vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Et maintenant, je vais laisser la place à nos deux praticiennes certifiées et validées du réseau Médoucine, Jennifer Muller et Hélène Rosenblum. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Jennifer Muller. Je suis ostéopathe sur Paris, dans le 16e arrondissement. Donc, moi, je me suis spécialisée vraiment en périnatalité, femmes enceintes, nourrissons, mais justement tous les problèmes de fertilité aussi. Donc c'est vrai que tout ça, j'en ai beaucoup au cabinet, donc ça m'intéressait énormément de vous en parler aujourd'hui. Et je travaille aussi à la maternité en fait de Nanterre, donc voilà, donc je vois de nombreux enfants de la conception jusqu'à après la façon dont ils grandissent et même pendant la grossesse. Voilà, à toi Hélène. Bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Hélène Rosenblum, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise, installée à Paris, à Saint-Lazare exactement, depuis quelques années. Moi je suis un petit peu plus généraliste que Jennifer, dans le sens où je pratique sur différentes choses et tout ce qui est possible et en notre pouvoir en médecine chinoise. Mais il est vrai que la demande concernant ces problèmes de fertilité augmente et que je suis ravie de pouvoir aider ces personnes à aboutir à leur projet, qui est très important. Voilà, je travaille également dans un hôpital, dans un centre antidouleur, donc là on est un petit peu à côté du problème qui nous réunit aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la médecine chinoise est quand même quelque part universelle et si elle peut aider dans ce domaine également, il n'y a pas de souci. J'ai aussi les parents donc en souhait de procréation et je suis également les femmes enceintes, je les prépare à l'accouchement de la même façon que Jennifer, puisqu'on a des principes de globalité l'une et l'autre, et donc même les petits après, enfin voilà. Donc nous sommes à votre disposition aujourd'hui pour répondre à vos questions. Ok, donc on va peut-être commencer, peut-être présenter, on commence par toi Jennifer, sur le... Alors, si vous voulez, nous voulons faire simplement une petite présentation aussi de ce que c'était que l'infertilité vraiment médicalement parlant, pour voir ce qui est fait vraiment dans le monde médical actuel, et après ce qui va être fait en fonction des thérapies aussi, histoire de remettre un petit peu les choses au clair, puisque c'est vrai que tous les thérapeutes n'ont pas forcément une définition à proprement parler de l'infertilité, entre l'infertilité et la stérilité, savoir la différence. Donc voilà, je voulais vous faire déjà un petit topo là-dessus. Donc déjà, par rapport à la stérilité à proprement parler, c'est vrai que l'infertilité, c'est plutôt temporaire. C'est-à-dire que ça peut être curable. Donc, par exemple, on peut parler d'infertilité primaire chez un couple qui n'a jamais eu d'enfant, ou d'infertilité secondaire chez un couple qui a déjà eu un enfant et qui malheureusement n'arrive pas à en avoir un deuxième ou un troisième. Donc là, le problème est complètement différent aussi.
Il peut y avoir un problème médical derrière avec une trompe bouchée, avec une infertilité chez l'homme qui va poser problème pour procréer, ou alors pas forcément de cause médicale. Et là, dans ces cas-là, on aura vraiment un impact sur ces pathologies-là sans vraiment mettre de mots dessus, puisque malheureusement, on n'a pas de définition à proprement parler en fait, de ce que c'est que l'infertilité sans avoir de cause réelle. Donc Hélène, je te laisse, si tu veux, essayer d'expliquer un peu ce qu'il peut y avoir comme infertilité chez la femme, si ça t'intéresse, comme tu veux. Oui, bien sûr. Chez la femme, en termes généraux, je dirais, l'infertilité peut être due à effectivement des choses physiques, comme vient de dire Jennifer, mais aussi des dysfonctionnements au niveau des cycles menstruels, avec une insuffisance ovarienne, aussi des causes hormonales. La contraception longue durée, c'est vrai que la pilule, très intéressante au moment où on s'en sert, peut être handicapante par la suite, surtout quand elle a été prise assez longtemps. Également les fausses couches répétées, chose très embêtante. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui généraliserait, on va dire, les problèmes d'infertilité. Je te rends le micro, Jennifer. Moi, je vais vous parler de l'infertilité chez l'homme aussi, puisque on ne traite pas que les femmes dans les problèmes d'infertilité. Les hommes aussi ont le droit de venir nous voir en consultation, justement pour essayer de pallier à ces phénomènes-là. Donc, les phénomènes chez l'homme d'infertilité, globalement, ça peut être soit des infections, infections urinaires ou infections sexuellement transmissibles, qui ont pu jouer justement sur la fertilité masculine. Des opérations chirurgicales, surtout dans la zone génito-urinaire, qui a en général aussi un impact, des traumatismes, donc pareil, petit bassin, lombaire aussi, des troubles hormonaux, donc pareil que chez la femme, qui peuvent jouer aussi sur la façon dont le spermatozoïde va se mouvoir ou justement va se créer, des troubles neuraux et des affections qui affectent les testicules, par exemple des infections dues à une chaleur importante au niveau des testicules. Et c'est vrai qu'on sait que les testicules sont justement à l'extérieur pour essayer d'avoir une température qui est un peu moindre que celle du corps pour justement avoir la meilleure fertilité possible. On parle en général chez l'homme de deux soucis particuliers, donc soit d'un nombre de spermatozoïdes qui n'est pas assez important, soit justement des anomalies de spermatozoïdes, comme par exemple les azoospermies, l'oligospermie, l'azélospermie. Voilà, il y en a plein d'autres, tératospermie, une éjaculation rétrograde aussi qui peuvent créer justement des soucis pour la procréation. On a aussi des pathologies qui sont chez l'homme et chez la femme, sans aucun problème. Donc, je te laisse les dire, Hélène, tout ce qui peut être justement pour l'homme et la femme. Oui, alors il y a évidemment, qui augmente également actuellement, il y a un petit peu le diabète, l'obésité, également le tabac, le tabagisme, certains médicaments aussi qui vont pas être très positifs dans cet objectif de procréation, l'alcool aussi, qui a ses effets néfastes que l'on connaît, mais qui peut les avoir également dans ce domaine. Et le stress, bien sûr, puisque je dirais que c'est un petit peu là où nous pouvons, nous, médecine douce, intervenir et aider les couples à procréer. Heureusement, c'est vrai que le stress, on en a de plus en plus. Des personnes stressées c'est la cause. Quelle est la cause principale du stress? Non, pour l'infertilité, ce qui revient beaucoup. Il n'y a pas vraiment de cause principale. C'est-à-dire qu'en fonction des patients, on aura plein de phénomènes différents.
c'est vrai que le stress, on se trouve vraiment en ligne de compte, surtout en général quand pour des couples qui ont depuis très longtemps des désirs d'enfants et qui n'y arrivent pas. C'est vrai qu'ils se mettent beaucoup la pression et malheureusement, plus ils se mettent la pression, plus c'est difficile aussi de procréer. Donc c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand il n'y a pas forcément de cause, moi c'est vrai qu'ils viennent me voir en me disant je comprends pas, on n'a pas de cause, on est fertiles tous les deux, il n'y a aucun problème, mais pourquoi on n'y arrive pas? Et plus ils se posent la question, malheureusement, plus ça va jouer sur cette infertilité qui va perdurer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais moi, j'ai beaucoup de patients dans ce cas-là. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on appelle, nous, en médecine chinoise, on va dire la surpression au niveau du foie, notamment, par exemple, est un facteur très important. Et parfois, juste de décontracter la personne, de lui redonner cette énergie et ce potentiel, ça va lui permettre justement de procréer convenablement. Voilà. Il m'est arrivé aussi, pour la petite histoire, d'avoir une dame qui a eu du mal à avoir son premier enfant et qui donc a fait appel à la médecine chinoise et ça a bien fonctionné. Et puis 2 ans après, j'ai reçu un petit mot qu'elle attendait son 2e enfant sans n'avoir rien fait de particulier. Mais je pense, bien sûr, juste parce que le premier problème était réglé et que ce n'était plus l'obsession des parents. Voilà. Mais je pense que ce sont des exemples que tu as vécu aussi, que tu as vus en tout cas, Jennifer. Voilà. Puis les autres praticiens aussi. Ben oui. Ah, je n'entends plus. Ouais, à partir du moment où on relâche certaines. Vous m'entendez? Oui. Oui. Allô? Oui. Ah, mais j'ai eu un blanc. Oui, à partir du moment où on relâche certaines tensions, c'est vrai que malheureusement, en fait, malheureusement et heureusement, le stress et les tensions internes du corps vont jouer énormément sur la zone, sur les hormones, sur les facteurs importants. Et c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de patients qui viennent dans ces cas-là. Et c'est sûr qu'avec certaines séances, donc soit avec une, soit avec plusieurs en fonction des cas, on n'a pas de diagnostic à proprement parler. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ben voilà, il vous faudra 3 séances pour avoir ce que vous attendez. C'est très variable en fonction des cas, ça a un peu l'évolution. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des très très bons résultats, que ce soit en ostéopathie, en médecine chinoise ou dans d'autres thérapies. Hein. Mais ça aide énormément aussi de pouvoir relâcher les zones du corps et de jouer sur les impacts neuro, hormonaux et vraiment du corps à proprement parler, que ce soit le squelette, que ce soit les viscères ou d'autres petites choses. On voulait aussi vous parler du diagnostic qui était fait en médecine. Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est vrai que je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit. En général, combien de séances tu fais en moyenne? Une personne. C'est ce que je disais. Moi, c'est variable. Variable, ouais. C'est hyper variable. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de. Voilà, ça dépend parce on pose un diagnostic ostéopathique. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains, on va faire un bilan, on va vérifier qu'il y ait des tensions ou pas dans le corps, voir les zones, relâcher dès la première séance et puis voir s'il faut ou pas des séances après. Et c'est vrai que parfois, en une séance, ça peut relâcher assez bien et du coup, voir un petit peu sur l'évolution que ça va donner. Donc, redonner une 2e séance, par exemple, au bout d'un mois pour voir justement l'évolution. Et parfois, on se rend compte qu'en une seule séance, ça ne suffit pas, qu'il faut relâcher encore beaucoup de choses, qu'il y a des choses qui sont ancrées dans le corps depuis de nombreuses années et qui, malheureusement, ne vont pas se relâcher comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'il faut une 2e séance dans les 10-15 jours qui suivent, 10-15 jours qui suivent. Et puis après, c'est vraiment en fait en fonction de la personne, de la façon dont le corps va réagir. Et c'est très variable. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de. Enfin, nous en ostéo, moi personnellement, j'ai pas de nombre de séances précises à donner à un patient. Je vois en fonction vraiment de l'efficacité que ça va avoir la séance. J'essaie de le recontacter après, ou lui me rappelle.
qu'ils puissent voir un peu comment ça évolue. Je dirais, si je peux me permettre, ouais, je dirais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on passe aussi, moi je dis on, parce que j'ai vu qu'il y avait des praticiens de médecine chinoise qui étaient connectés. On sait très bien qu'on travaille sur la circulation de l'énergie dans le corps, et je dirais que chaque cas est un cas particulier, et que chaque personne va avoir les raisons qui sont, soit ce que je disais tout à l'heure, un blocage de la circulation de l'énergie dans leur corps, soit d'autres aspects qui sont un peu plus spécifiques à la médecine chinoise et auxquels on peut tout à fait remédier. Mais c'est vrai qu'après, chaque organisme va réagir à sa façon. Et c'est valable pour tout d'ailleurs, pour tout ce que je peux traiter. Et ça, je pense que mes confrères seront d'accord avec moi. On est vraiment dans une dimension un petit peu concrète, mais dans le temps, on ne peut pas trop mesurer la faisabilité de la chose. Voilà. J'ai des femmes que je vais voir assez régulièrement pendant un certain temps, puisque en plus, d'une manière technique, je vais d'abord régulariser les cycles menstruels, ça me paraît être la première chose. Et après, évidemment, en fonction de ce que Jennifer disait aussi, tout ce qui est stress, insomnie, problèmes digestifs, enfin tous les à côté de la vie, si j'ose dire, sont importants et doivent être résolus aussi pour que la personne puisse, que le couple puisse arriver à son objectif, quoi. Voilà. Donc on est un petit peu dans le flou quand on reçoit quelqu'un parce qu'on ne sait pas trop comment la personne va réagir à la séance, et voilà, on est un petit peu dans l'expectative aussi, mais c'est très intéressant de voir que chaque cas est différent. Voilà, chaque personne va réagir différemment. Voilà. C'est ça, on a tous notre histoire de vie depuis la grossesse jusqu'à notre vie actuelle. Et c'est ça qui est aussi le bonheur de notre métier, c'est que chaque consultation est différente. Et même si le principe de la consultation va être le même sur les grandes bases, hein, mais c'est vrai que chaque patient est différent, son anamnèse est différente, son histoire de vie va être différente. Et donc, c'est ça qui va venir et qui va impacter en fait la séance. Tout à fait. Super. Voilà. On a tous des parcours de santé différents, donc autant d'approches différentes et de résultats différents. Voilà. Ok, maintenant rentrons un peu plus dans votre pratique. Donc, je te laisse, Jennifer. Alors, moi ou Hélène, comme tu veux. Hélène, tu veux commencer? N'importe. Allez, je vais parler de l'ostéo alors du coup. Ouais. Donc, en ostéo, nous on travaille uniquement avec nos mains. Donc c'est une pratique qui est exclusivement manuelle, qui a une visée préventive et une visée curative. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir sans forcément de gros symptômes, on va pouvoir lui permettre en fait d'éviter justement ces symptômes-là pendant des années, des mois, des semaines en fonction. Et une efficacité curative, c'est-à-dire que ça va permettre aussi, quand quelqu'un vient avec une douleur particulière, d'essayer d'éliminer cette douleur. Et surtout, voilà, comme on disait tout à l'heure, en fait, on a le principe de globalité, hein, c'est-à-dire qu'on voit le corps dans son ensemble. C'est pas parce que quelqu'un vient nous voir en nous disant, enfin, souvent, c'est des problèmes de dos, hein, donc de voir j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, on ne va pas aller voir que cette zone-là. C'est-à-dire qu'on va aller voir autour, on va travailler en global pour essayer justement de relâcher la cause du problème et pas de travailler juste sur la douleur. Donc, on va travailler surtout à rendre de la mobilité au corps, c'est-à-dire que on va essayer de le rendre dans un état d'équilibre qui était le sien à la base. Et il faut savoir en général que c'est la structure du corps qui régit son fonctionnement. C'est-à-dire que la structure gouverne la fonction, donc tout ce qui va être système articulaire, système musculaire, les viscères, voilà, d'avoir un bon état en fait de chaque partie du corps.
état de santé à proprement parler, va permettre justement de faire fonctionner en fait le corps le mieux possible. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que chaque patient et chaque personne va avoir sa propre mémoire du corps. C'est-à-dire que certaines pathologies, certains traumatismes vont rester ancrés. Et malheureusement, c'est ça qui va jouer aussi, surtout là, par exemple, dans les troubles de la fertilité, ça va jouer sur la bonne mobilité des organes les uns avec les autres, une bonne souplesse ligamentaire, un travail hormonal qui va être le meilleur possible pour justement avoir une bonne cohésion entre les ovaires, l'utérus, le système hormonal, la vessie aussi qui va jouer un rôle dessus pour éviter justement qu'il y ait un impact dessus. Tous les organes en fait du petit bassin vont jouer les uns avec les autres et la structure aussi osseuse va avoir un impact dessus. Donc, on va, en cas d'infertilité, quand en général tous les examens médicaux sont normaux, qu'il n'y a pas de problème proprement dit, que voilà, c'est vraiment une fertilité inexpliquée, on va avoir un impact vraiment très important dessus, puisque forcément sur les causes médicales, s'il y a une trompe bouchée, s'il y a une infection, ça malheureusement on ne pourra pas jouer dessus. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a une cause inexpliquée ou si la cause est fonctionnelle, c'est-à-dire que s'il y a un organe qui est sain mais qui ne fonctionne pas correctement, là on va avoir vraiment un rôle à jouer, aussi bien chez la femme que chez l'homme, parce que c'est vrai que nous souvent on voit les femmes arriver en disant j'arrive pas à tomber enceinte, mais il y a le mari aussi ou le conjoint qui va jouer son rôle. Et souvent, si l'un ou l'autre est stressé ou l'un ou l'autre a un petit problème derrière, et ben, ça va jouer sur les deux et sur le couple. Donc, pour le bilan de prise en charge, on va déjà faire un questionnaire, une anamnèse en fait, pour savoir l'histoire de vie du patient, pour connaître un peu la personne qu'on a en face de nous. Ensuite, on va faire un bilan ostéopathique et un bilan clinique pour vérifier que la prise en charge puisse bien être faite en ostéopathie. Et le bilan ostéopathique pour vérifier que les zones en restriction, les zones qu'on va essayer de travailler, quelle zone va être travaillée en premier et sur quoi on doit travailler sur 1, 2, 3, 4 séances en fonction justement de ce qu'on a sous les mains. Donc ça va permettre de libérer le corps des tensions qui sont présentes et de redonner de la souplesse et de la mobilité au corps, ce qui va permettre vraiment de soulager pas mal de petites choses. Et en général, c'est vrai que les patients qui ressortent de séance se sentent beaucoup plus libres de leurs mouvements, beaucoup plus fatigués aussi en général. Ça prend pas mal d'énergie. Donc c'est vrai qu'on prévient avant qu'il y a un risque de fatigue importante après ce genre de séance. Surtout quand on travaille comme ça sur tout le corps, ça joue énormément sur l'énergie du corps. Voilà, donc tous les bilans en fait, qu'on va faire va permettre surtout de savoir aussi s'il y a une prise en charge qui est faite par nous ou si on va rediriger les patients vers un médecin, s'ils ne sont pas été voir le médecin avant. En fonction de ce qu'ils nous racontent, on saura si oui ou non on aura un impact important ou si on doit plutôt les orienter vers un médecin. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui peut être vu en médecine traditionnelle. Voilà, donc, comment on travaille en ostéo sur la fertilité? On va travailler donc, sur la région du petit bassin, ça c'est sûr et certain, donc avec l'utérus, avec les ligaments utérins, les ligaments du bassin, de travailler aussi sur les pathologies comme les chutes, les traumatismes qui ont été faits depuis même des années pour essayer de remettre un petit peu tout en place, de travailler sur la région du crâne pour libérer le système nerveux, pour libérer le système hormonal
qui va avoir justement un impact aussi sur les organes du petit bassin. On va travailler aussi sur la colonne à proprement parler, hein, tout le squelette. Voilà, il faut avoir une bonne mobilité aussi du squelette, puisque tous les muscles s'insèrent aussi sur le squelette. Donc justement, travailler aussi le système musculaire, les organes digestifs qui vont avoir aussi un gros impact, et les organes génitaux à proprement parler. Voilà, donc on va avoir vraiment... ça va être très global pour justement voir un petit peu tout ça. Donc on va travailler sur les tissus, donc les fascias, les muscles, les ligaments, les viscères, et sur les articulations à proprement parler aussi, qui bougent bien, aura forcément un impact sur tout le reste aussi autour. Voilà, donc tout ce qui va être global, puisque forcément toutes les structures en fait vont jouer les unes avec les autres, et c'est ça qu'on essaye de récupérer, d'avoir une bonne cohésion du corps. Donc c'est généralement, ce que je disais, c'est généralement les femmes qui viennent consulter en premier, parce que elles ont, en général, c'est les femmes qui ont plus envie de ce bébé, et que les hommes ne se remettent pas forcément en question non plus dans ce genre de phénomène, sachant que j'entends de plus en plus de médecins aussi qui disent à partir du moment où il y a un spermatozoïde valide, ça peut fonctionner. Voilà. Donc c'est vrai que les hommes se remettent moins en cause que les femmes, et puis le fait que la femme porte le bébé, elle a l'impression aussi qu'elle doit être plus impactée par ça. Donc c'est sûr que oui, la femme, on va travailler dessus, mais c'est important aussi justement que l'homme vienne en consultation aussi, pas forcément avec le même thérapeute s'ils n'ont pas envie, mais c'est important aussi qu'ils voient quelqu'un. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, donc l'intérêt de l'ostéopathie, c'est de travailler tout l'ensemble. Donc on aura vraiment un impact sur les traumatismes, donc les anciens traumas, même une chute sur les fesses d'il y a 20 ans, ça aura un impact aussi, hein, le corps garde tout en mémoire. Sur les chirurgies gynéco-urinaires ou abdos, qui vont créer aussi des troubles à l'intérieur, les cicatrices vont forcément vont jouer un rôle en fait sur ces phénomènes-là. Les infections urinaires ou génitales, voilà, même anciennes, hein. Des douleurs aussi sur les rapports sexuels. Donc c'est vrai que sur ce genre de pathologie-là, on aura aussi justement, même les vaginismes, on aura un rôle à jouer aussi pour essayer de relâcher le périnée, relâcher toutes les zones à l'intérieur. Donc sans parler forcément d'endométriose, hein, mais voilà, tout ce qui va être douleur au rapport, c'est important aussi de venir consulter pour ça. Tout ce qui va, donc, comme on disait tout à l'heure, antécédent de fausse couche, ça aura aussi un impact, hein, puisque c'est pareil, c'est des petites cicatrices aussi qui vont être là. Une contraception longue durée va avoir un impact, le stress, et justement les cycles et les règles difficiles et qui ont voilà, une durée beaucoup trop importante ou justement trop courte, ça peut être aussi intéressant de venir consulter dans ces cas-là. Et je pense qu'en médecine chinoise, c'est exactement à peu près les mêmes phénomènes aussi. Donc voilà, pour l'homme, l'ostéopathie va avoir vraiment un impact sur la spermatogenèse, c'est-à-dire qu'elle va être plus efficace. Donc on va avoir plus de spermatozoïdes valides, ce qui va aussi permettre justement de soulager ce genre de problème d'infertilité. Et chez la femme, on va jouer sur l'ovulation, sur la fécondation, sur l'anidation, pour que tous les terrains en fait, de la fertilité fonctionnent le mieux possible. Voilà, un corps qui fonctionne mieux aura plus de chances d'accueillir un embryon et que la grossesse aille jusqu'au bout. Je voulais aussi finir sur la PMA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, même en procréation assistée, vont venir consulter. Dans les cas d'insémination artificielle, de FIV, d'ICSI, on aura aussi justement notre rôle à jouer pour que l'environnement utérin soit le plus apte possible à recevoir l'embryon qui va arriver.
Mais on va jouer aussi justement sur tous les troubles d'humeur, de baisse de morale, les problèmes digestifs que les femmes vont avoir parce que les traitements sont très, très difficiles à accepter en général. Euh, donc voilà, ces genres de phénomènes-là, en fait, vont être bien, bien améliorés en général en ostéo, mieux supportés et vont être beaucoup plus efficaces aussi pour obtenir une ovulation conséquente et que les ovules soient le mieux possible. Voilà, donc généralement chez la PMA, c'est plutôt la femme qui vient consulter, forcément, hein, parce que voilà, l'homme, on va lui récupérer son spermatozoïde et c'est son sperme beaucoup plus facilement. La femme va avoir vraiment un traitement important, donc en général, c'est plutôt la femme qu'on voit dans ces cas-là. Mais n'hésitez pas aussi, voilà, en tant qu'homme, à venir en consultation pour justement essayer de détendre un peu tout le corps et qu'ensuite tout ça puisse fonctionner sans forcément avoir besoin de médecin ou quoi que ce soit pour que ça se fasse ensuite. Voilà, normalement j'ai à peu près tout dit. Est-ce que des fois, tu conseilles à des patients d'aller voir des praticiens d'une autre pratique? Bien sûr. Ah ouais, sans aucun problème. Quelle pratique Et justement, l'intérêt. Dis-moi. Non, mais quelle pratique en général? C'est plus justement la médecine chinoise? Alors, médecine chinoise, oui, pour justement essayer de retravailler aussi sur les énergies. Donc ça, c'est vraiment important. La sophrologie aussi, pour essayer justement de détendre encore un peu plus. J'ai envoyé aussi des patients en général en en kinésiologie, en fait, qui avaient voilà, des sensations un peu je sais pas, de perte un peu d'énergie, de ne pas savoir contrôler voilà, leur saut d'humeur, des choses comme ça. Voilà, moi, je travaille avec énormément de thérapeutes différents. Et c'est vrai qu'en fonction des patients, je les envoie plus vers l'un ou vers l'autre. Euh, mais oui, c'est important en fait de travailler justement en collaboration avec d'autres thérapeutes. Ouais. Moi, je suis complètement pour. Ok. Top. Ah, vas-y, Hélène, je t'en prie. Donc, merci Jennifer, parce qu'en fait, tu m'as beaucoup aidée dans la mesure où tu as parlé également tout au début de cette approche globale de la personne, et c'est vrai que c'est très important en médecine chinoise également, puisque nous, contrairement à ta pratique, on peut travailler avec les doigts. On travaille en principe avec des petites aiguilles qui sont complètement indolores, ultra fines et surtout efficaces. Et on va surtout travailler en fait à la base sur la circulation de l'énergie dans le corps, puisque pour les Chinois, tout est question d'énergie. C'est-à-dire que c'est cette énergie que l'on a en nous et que l'on a aussi autour de nous, mais on ne va pas trop en parler. Et cette énergie, c'est elle qui nous permet d'avoir des mouvements inconscients dans le corps, comme les battements du cœur, l'intestin, l'estomac, etc. Aussi bien que des mouvements conscients qui vont être de marcher, de lever les bras, de se lever, etc. Donc pour eux, cette énergie est évidemment capitale. Et c'est à cela qu'ils vont s'attacher, en fait, depuis que cette médecine chinoise existe, c'est-à-dire à peu près 6000 ans. Ils ont, de ce fait, mis au point différentes techniques pratiques pour pouvoir harmoniser la circulation d'énergie dans le corps et donc permettre à la personne d'être au mieux dans sa santé. Voilà. Il y a eu au départ, en fait, de manière très importante, la pharmacopée chinoise avec les plantes, les minéraux et également certaines substances animales qui sont très contestées aujourd'hui, mais ce n'est pas le moment ni le lieu du débat. Voilà, mais il faut savoir quand même que cette pharmacopée est assez géniale et assez efficace.
et que malheureusement en France, elle n'est absolument pas reconnue. Et c'est fort dommage. Voilà. De la même façon, si j'ose dire, en parallèle, ils ont aussi mis au point une diététique chinoise qui permet, comment je dirais, de manger et de consommer des aliments qui soient positifs par rapport à notre état de santé. Il y a aussi les gymnastiques chinoises, le Qigong, le Tai Chi, qui, elles, par contre, se développent très très bien en Occident et qui sont importantes aussi. Vous avez aussi le massage chinois qui s'appelle le Tuina, qui doit être fait par un professionnel et pas du tout par tous ces centres qui ouvrent un petit peu partout et qui proposent je ne sais quoi, mais en tout cas pas ça. C'est quand même quelque chose de sérieux. Faut savoir qu'un massage sérieux en Tuina dure environ 1 heure et que c'est une gestuelle précise qui ne s'improvise pas. Donc, voilà. Donc, toutes ces techniques, plus d'autres encore, un peu plus spécifiques en Asie, ont duré à peu près 4000 ans. Et au bout de 4000 ans, les Chinois se sont quand même demandé ce qui se passait à l'intérieur du corps pour que toutes ces techniques fonctionnent et réussissent à donner une meilleure santé aux gens. Donc, c'est là qu'ils sont allés investiguer dans le corps humain et qu'ils ont pu mettre en évidence ce qu'on appelle les méridiens, qui sont tout simplement les voies de circulation de l'énergie dans le corps. Alors, pour faire court et simple, sachez déjà que hommes-femmes, nous avons les mêmes trajets. Donc ça, déjà, c'est pratique en tant que praticien, évidemment. Mais c'est également intéressant. Faut savoir, en fait, qu'il y a exactement 2 réseaux principaux. Les premiers sont ceux qui circulent sous la peau, en surface, juste là, sous la peau, effectivement, ce qui explique l'utilisation de ces petites aiguilles qui vont passer la barrière de la peau, mais qui sont importantes. Donc, ce réseau circule sous la peau, je veux dire, sur toute la surface du corps, de la tête aux pieds, du bout des doigts, des mains, des pieds, etc., partout. L'intérêt de ces méridiens est qu'ils sont connectés à l'intérieur du corps par tout un ensemble d'autres méridiens avec des noms plus ou moins savants, peu importe. Mais les points de départ de ces méridiens internes seront en fait des points de supposé blocage de la circulation d'énergie dans le corps, et ce sera ces points-là sur lesquels nous, praticiens, nous allons travailler. Alors, ces méridiens en interne donc, vont irriguer tout ce qui constitue l'intérieur, comme j'ai dit, donc les organes, les tissus, les nerfs, les muscles, tout ce qui constitue l'intérieur de notre corps. Donc, partant de là, ils se sont bien aperçus qu'ils allaient pouvoir utiliser ce réseau en surface pour corriger l'interne sans avoir à y toucher. Ce qui est quand même une découverte importante et géniale, d'autant plus que, je le dirai tout le temps, ça marche. Voilà. Donc il n'y a aucune, j'estime, enfin moi je trouve qu'il n'y a aucun principe invasif. Faut savoir qu'une séance, au pire, ne vous fera rien, donc aucun effet, et au mieux, évidemment, elle va vous apporter les résultats escomptés. C'est un petit peu mon rôle. Voilà. Pour être un petit peu plus précis dans le domaine que nous traitons aujourd'hui, c'est certain que mon approche travaille aussi bien sur la partie, je dirais, gynécologique de la femme, quand le problème vient de la femme, que la partie sexuelle de l'homme, quand le problème vient de l'homme. Et il peut arriver qu'il vienne des 2 personnes. Ça m'est arrivé d'avoir ce genre de couple en cabinet. Et en fait, on va travailler aussi bien sur cette partie, cette sphère gynécologique ou sexuelle, et également, comme disait Jennifer, sur cette partie, je dirais, plus globale, plus générale, qui peut être une forme de stress, qui peut être une forme de problème à côté, de digestion, enfin, toutes les sphères, je dirais, toutes les approches, tous les systèmes, pardon, respiratoires, digestifs, etc., sont concernés, évidemment, peuvent être concernés, et c'est à moi, pendant la consultation, de le déceler, en faisant également, en établissant un entretien avec la personne. Au départ, cet entretien dure à peu près une demi-heure,
Ensuite, je complète, si vous voulez, mes suppositions de départ. Je les fais préciser par la prise des pouls chinois, donc au poignet, sachant qu'en médecine chinoise, il existe un nombre assez important de sortes de pouls. Et également en examinant la langue du patient, ce qui est toujours qui est une minute assez marrante parce que je leur explique que chez moi, non seulement ils peuvent, mais en plus ils doivent me tirer la langue. Et après, je peux effectivement commencer à travailler donc avec ces petites aiguilles. J'ose pas les nommer magiques parce que c'est pas de la magie du tout. Mais moi, qui ont dans les impressions des personnes. Voilà. Et ensuite, les résultats de la séance vont évidemment dépendre de la personne qui est là, de la personne qui reçoit cette énergie que j'essaie de lui harmoniser, on va dire. Et donc le nombre de séances va être fonction de chacun, ce que je disais tout à l'heure aussi, ce que nous disions d'ailleurs toutes les deux. C'est vraiment en fonction de chacun et de chacune, avec la problématique qui lui est propre. Voilà. Il est bien évident aussi que Jennifer ayant parlé des problèmes de PMA, j'interviens complètement puisque j'ai aussi ces personnes-là qui sont en général dans un état de stress et de souffrance assez important et que en fait elles viennent chez moi pour supporter tous ces programmes qui sont effectivement ceux-là un petit peu invasifs mais également très prometteurs, donc à ne pas négliger du tout. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur mon activité et la potentialité de ce que je peux faire. On a eu 2 questions pour toi, Hélène, qui concernent du coup la médecine chinoise. Déjà, fais-tu des ordonnances de plantes? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Je n'utilise pas les plantes. Pour une raison. Parce que non, j'utilise pas. Je trouve que c'est excellent, c'est très bien. En revanche, en France, on n'est quand même pas tellement aidé par rapport à ça. Je trouve que pour le patient, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Donc, non, D'accord. je n'en parle pas. Je parlerai, excuse-moi, je me permets de compléter, je parlerai éventuellement du diététique. Voilà. Je parlerai également de ce que j'ai exposé au début, c'est-à-dire un peu de gymnastique, ou un peu de sophro, un peu de yoga, un peu de qigong, un peu de choses comme ça qui permettent également d'harmoniser et de fluidifier la circulation de l'énergie dans le corps. Voilà. Et on en a une autre. Alors, est-ce que tu travailles... alors, attends, je remonte. Est-ce que tu travailles en acupuncture ou en acupression? Les deux. Je fais les deux systèmes et je fais en général à la demande du patient, puisque j'ai quand même des personnes qui n'aiment pas du tout les aiguilles, alors je leur propose ce principe, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que j'interviens dans un hôpital qui, bien sûr, refuse l'acupuncture pour les non-médecins. Donc, je suis obligée de faire des séances de digipuncture ou d'acupressure. Les deux noms existent. Voilà, sachez que ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut quand même se dire que les aiguilles sont quand même plus, moi je trouve, plus, d'abord c'est l'origine de cette activité, donc je la respecte par rapport aux Chinois, mais en plus je les trouve plus efficaces, globalement. Et sachez qu'une séance de digipuncture fonctionne. Les résultats seront un petit peu différents. Voilà. Ok. Ah, on a une autre question. Bon, du coup, on y répond sur le tas. Utilises-tu la moxibustion dans ton cabinet? Tout à fait. Je ne sais pas ce que c'est, moi, la moxibustion. Je veux bien que tu m'expliques. La moxibustion, c'est... on va dire, ce sont des produits faits à base d'armoise séchée. L'armoise étant une plante que l'on trouve couramment en Chine. Et en fait, il y a de l'armoise et d'autres produits avec. Tout ça, c'est séché. Et ça se présente sous forme de poudre, sous forme de bâton
comme des gros cigares, on va dire, sous forme de cônes également qu'on peut mettre sur les aiguilles ou de tout petits tubes que l'on pose sur les aiguilles. En fait, il y a différentes choses. Et c'est fait pour chauffer, parce qu'on allume ce bâton, cette poudre, ce petit bâton qu'on file sur les aiguilles, qui va chauffer l'aiguille, en fait, et qui va permettre de réchauffer le point. Et donc, sans brûler la personne, évidemment, mais juste d'apporter cette source de chaleur qui est importante et qui peut faire partie, effectivement, des bénéfices que l'on peut apporter à la personne au moment où on lui fait. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une odeur plutôt agréable. Moi, je trouve, les gens en général le trouvent agréable. Il y a des gens qui ont du mal à supporter. Donc, toi, tu l'utilises. Je peux l'utiliser sans les aiguilles. Je lis la question. Voilà. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres praticiens, enfin, on a vu qu'il y avait d'autres praticiens réflexologie, shiatsu. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à votre pratique aussi ou à compléter voilà, ce que Jennifer et Hélène ont dit par rapport à leur pratique. Vous, comment vous traitez aussi ces cas? Y a-t-il des choses que vous faites ou que vous conseillez à d'autres professionnels? Enfin, n'hésitez pas. Alors là, j'ai une autre question aussi. Alors de Rémi, je voulais savoir par curiosité quel type d'émotions peuvent être liées aux organes atteints par cette fertilité ou stérilité. Bon, je suppose que ça peut être lié à un peu tout, hein, en fait. Est-ce que vous avez vu, enfin on en avait discuté, mais est-ce que vous avez vu par rapport au cas que vous avez traité des redondances, enfin des patients qui quand même avaient les mêmes troubles ou les mêmes causes? Oui, enfin, je me permets de répondre. Oui, bien sûr. Souvent, je dirais que souvent la cause est commune, mais c'est vrai, un petit peu pour répondre à la question, je dirais que toutes les émotions entrent en jeu, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien une émotion de tristesse si quelqu'un a perdu un proche récemment ou s'il y a eu des choses graves dans sa famille. Il peut y avoir une forme de tristesse, il peut y avoir une forme de peur aussi. Oui, c'est ce qu'une de nos spectatrices dit. Elle a peur, le méridien des reins. Voilà, Oui, à ça. c'est l'organe rein même qui est touché. Hein. Les reins en tant qu'organes sont quand même essentiels dans tout ce qui est reproduction, entre autres. Ils ont d'autres rôles, hein, mais celui-là, ils sont très importants pour ça. L'émotion liée au rein, qui est la peur, va être également un peu exacerbée. Voilà. Mais il faut savoir que c'est là où est tout le génie de cette médecine chinoise, je trouve, je me permets de compléter, c'est que les Chinois ont tout prévu. C'est-à-dire qu'avec ces affectations qu'ont chaque organe, cache chaque organe, pardon, vis-à-vis d'une émotion, vis-à-vis d'une partie du corps, vis-à-vis d'un orifice de vue, d'oreille, de bouche, etc. Enfin, ils ont tout prévu et c'est tellement extraordinaire de la manière dont ça marche que voilà, moi je pense que tu nous as convaincus. on n'invente rien. Moi je dis toujours, je pratique ce que les Chinois m'ont appris et je suis ravie que ça puisse apporter quelque chose et surtout porter ses fruits, c'est qu'elle le dit. Voilà. Et ce serait intéressant, même Jennifer, toi, est-ce que tu as une étude de cas ou un patient que tu as vu qui était venu te voir pour ce trouble, comment tu l'as traité Alors oui, j'en ai pas mal. Simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est que chaque cas va être différent. Après, là, en ce moment, c'est vrai que je traite une patiente qui a eu un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'elle a un premier enfant, tout s'est bien passé, hein, et c'est vrai que le deuxième n'arrive pas à être là. Et simplement, c'est sûr que vu sa vie actuelle, parce qu'elle est en train de changer de boulot, dû à une situation qui ne lui plaît plus
avec son boss, où il y a beaucoup de harcèlement dans l'entreprise, des choses comme ça, et c'est ça en fait qui bloque tout. Donc là, elle est en train d'essayer de changer de boulot. Et le problème, c'est qu'en fait, tout ça joue énormément sur sa fertilité, puisqu'elle a plus le temps en fait, de penser vraiment à elle. Elle n'arrive pas à se détendre. Dès qu'elle part bosser le matin, c'est avec la boule en ventre. Dès qu'elle rentre, elle pense déjà au lendemain. Donc c'est surtout là-dessus en fait qu'on essaye de travailler. Donc tu parles Enfin, oui, c'est... Alors oui, on parle de toute manière pendant les séances. Moi, c'est des séances de 20 minutes. Donc oui, on parle. On a eu des formations pendant mon cursus sur la psychologie aussi. Hein. Donc on est aussi là pour écouter les patients, chose que les médecins font ça plus forcément maintenant parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre justement en charge ce côté psy aussi derrière les pathologies. Donc on parle énormément, on joue, voilà, on travaille sur le corps pendant qu'on parle aussi, ce qui relâche énormément de choses. On va jouer sur le système émotionnel, on va jouer sur voilà, les tensions du corps. Les expressions hein, comme avoir la boule au ventre, avoir le ventre noué, d'en avoir plein le dos, tout ça en général, ça va le faire avec les autres justement qui sont tendus. Hein. On les a pas créés pour rien ces expressions. Et c'est vrai que voilà, on essaie de travailler sur tout ça pour relâcher les tensions du corps et qu'ensuite le corps puisse de nouveau faire son boulot le mieux possible. Super. Alors, on a une autre question de Sam, naturopathe. Connaissez-vous l'approche naturo pour détoxiner la zone utéro-ovarienne, Travaillez-vous avec cette spécialité également? Alors, moi, je vais travailler avec des naturaux, mais je ne sais pas du tout comment ils travaillent. Donc, c'est vrai que moi, ça peut m'intéresser justement, s'il y a une nouvelle conférence, d'en faire partie, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les autres thérapies aussi, dans les autres thérapeutiques. Mais non, je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Après, moi, j'envoie beaucoup mes patients vers d'autres thérapeutes quand je suis un peu bloquée. Et justement, je me renseigne après sur cette pratique sans forcément aller vraiment comprendre exactement ce qu'ils font, mais pour essayer de savoir vers qui adresser nos patients. Ouais. Donc ça peut être intéressant de savoir un peu plus, justement. Oui, je me demande si on peut même, je ne sais pas, Sam, si vous êtes connecté, mais peut-être souhaitez-vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est l'approche, enfin votre approche. Je peux laisser une personne parler. Donc, si vous voulez commenter et dire OK, vous êtes d'accord et nous expliquer, vous mettre en ligne, n'hésitez pas. On a une question aussi de Corinne. A-t-on le droit d'utiliser aiguille en cabinet si on n'est pas médecin? Alors, ça, c'est un grand sujet qu'on a abordé d'ailleurs dans une autre conférence avec Laurent Turlin, qui est acupuncteur. Je vous enverrai le lien si vous souhaitez la regarder. On ne va peut-être pas aborder le sujet ici, mais voilà. On a un contenu par rapport à ça qui pourra vous intéresser. Sinon, j'aurais pu répondre. Hein, c'est sûr. Je t'en prie, vas-y, Hélène. Ouais, je peux prendre juste 2 minutes. Non, évidemment, non. On est quand même un petit peu les bêtes noires de tous ces médecins et de tout ce sport médical occidental, puisqu'on fait une pratique qu'ils ont décrétée interdite, et c'est fort dommage. Et c'est fort dommageable d'ailleurs pour les patients. Et moi, c'est ça qui me navre en fait dans ce comportement. C'est que qui est-ce qui va être lésé? Eh bien, c'est le public. Nous, évidemment, par derrière, mais bon, ça, nous encore, on peut se débrouiller et faire. Mais voilà, les patients, entre-temps, ils ne sont pas du tout ni informés quand ils ne cherchent pas, ni en contact avec des gens comme nous, comme Jennifer, comme moi, comme les naturaux, comme toutes ces médecines douces qui ont le mérite d'exister et le mérite de continuer. Voilà.
Voilà. Alors, je vous laisse. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Jennifer, Hélène, votre pratique? Bah après, moi, pas forcément. Je pense que j'ai tout dit. J'ai pas mal de personnes aussi qui me demandent si on fait des traitements en interne. Parce qu'elles en ont entendu parler. Et c'est un peu le même style que les aiguilles en acupuncture. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a pas le droit de faire. C'est interdit. Par contre, il y a des médecins ou des sages-femmes, tout ce qui va être gynéco, sage-femme, vont pouvoir le faire. Après, moi j'ai l'habitude aussi, je connais une sage-femme qui est juste à côté de mon cabinet, qui travaille justement en interne, ce qui peut être intéressant dans certains cas, mais on arrive très très bien à travailler en externe sans aucun souci sur toute la zone du petit bassin, même sur les coccyx. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc voilà, donc pour tous ceux qui se posaient la question de savoir si les ostéopathes ont toujours le droit de travailler en interne, non, c'est interdit. Et après, je crois qu'il y en a encore qui le font, des ostéopathes qui le pratiquaient déjà il y a quelques années, avant que les textes soient sortis. Mais après, il faut être sûr que voilà, les patients ne se retournent pas contre eux si jamais il y a un problème. Et après, voilà, c'est à eux de prendre en charge le problème. Voilà. Ok. Alors, on a du coup Sam, naturopathe, que je vais mettre en ligne, qui va nous expliquer un petit peu, peut-être justement, ça va être intéressant, le côté naturo. Alors, bonjour Sam, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous nous entendez sûrement, mais alors si vous pouvez parler. Alors peut-être que vous n'avez pas activé votre micro. Ah, on a juste une question, Jennifer, pour toi. Est-ce que la pratique Enfereido te parle? Non, pas vraiment. Mais c'est pareil, je vais peut-être me poser là-dessus. Mais non, ça ne me parle pas du tout. Mais c'est pareil, je veux bien avoir des explications. C'est super, on va avoir des échanges. Alors, j'arrive pas à activer le micro. De Sam, donc je pense que ça vient de votre côté. Bon, peut-être. Cécile, si vous voulez expliquer la méthode Enfereido également, je peux vous mettre. Partageons. Je peux, bien sûr, c'est intéressant. Alors, du coup. Alors, c'est une technique qui fait le point entre ostéo et infirmière. Ah, elle n'a pas de micro. Bon, on pourra en reparler, on mettra des petites notes. Je le note, je vais me renseigner moi-même. Mais oui, après, n'hésitez pas aussi à me contacter. Hein. Même sur Slack ou des choses comme ça, ça permet aussi de partager justement et d'avoir plus d'informations. Alors, pour les praticiens qui sont du réseau Slack, qui connaissent. Mais c'est vrai que du coup, on a. Sinon, non, mais même par mail, on tape mon nom sur Internet, on me trouve sans aucun problème. Et il y a mon adresse mail aussi, même sur mon site. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez même d'autres questions qui ne vous seraient pas venues en tête immédiatement. Mais oui, moi, je suis ouverte à plein de choses. Je dois me renseigner. Bonjour. Je crois que Sam. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Bienvenue. Oui, merci. Merci de m'accueillir dans cette conférence. Alors effectivement, la naturopathie est une médecine et une approche globale, un peu comme l'ostéo et la médecine chinoise. Donc c'était pour ça que je me disais qu'une approche un peu complémentaire pouvait apporter quelque chose. Nous, en naturopathie, on fait surtout attention lors des ce qu'on peut appeler maladies ou dysfonctionnements du corps, à tout ce qui est encrassement. Donc encrassement au niveau des acides,
ou alors encrassement au niveau des cols, ce qu'on peut appeler des mucus. Et donc, l'approche que moi je vais avoir pour la fertilité, et qui peut être aussi valable pour l'endométriose, c'est une détoxination complète de la zone utéro-ovarienne par l'alimentation, par l'activité physique, éventuellement par certaines plantes, parce qu'on va essayer de remettre à plat le système digestif, donc avec tous ces organes, un peu comme en médecine chinoise, mais sans doute avec une autre approche. Et donc voilà, en essayant de détoxiner tout ça, en remettant du mouvement aussi, comme ce qui avait été dit, on peut arriver à certains bons résultats, entre guillemets. Voilà. Donc c'est surtout par l'alimentation, ça peut être un peu la gestion du stress, la respiration, des choses comme ça. Voilà, une alimentation, ce qu'on va appeler hypotoxique. On va essayer de limiter, voire supprimer tout ce qui est produits laitiers, céréales. Ça se rapproche un peu de, si vous connaissez de l'alimentation soit cétogène, soit sénialée, par exemple. On fait des choses un peu dans ce sens-là. Et tout ce qui va être FODMAP aussi. Voilà, par exemple. Et donc, avec tout ça, on va tenter de détoxiner, de désencrasser toute la zone. Et effectivement, comme la zone utéro-ovarienne est proche des intestins, de toute la sphère intestinale qui peut dégager pas mal de toxines, via un travail sur les intestins, nous on travaille beaucoup sur l'alimentation des intestins en naturo. Voilà, on va essayer de décongestionner un peu toute cette zone. Voilà en quelques mots l'approche qu'on pourrait avoir en complément par rapport à tout ce qui a déjà été dit par nos deux thérapeutes. Super. Merci beaucoup pour votre intervention. De rien. Voilà. On a eu une autre question également de Rémi. Donc, je m'intéresse un peu au pouvoir réparateur et à la capacité thérapeutique des minerais et des pierres. Et si jamais c'est quelque chose qui vous parle, avez-vous des conseils de roches en particulier en rapport avec la fertilité? Alors, vous travaillez avec… Alors moi, ça me parle parce que j'ai des amis qui sont vraiment dans la lithothérapie à fond. Mais moi, j'y connais absolument rien et je ne suis pas du tout basée là-dessus. Voilà, c'est vrai que je suis pas contre, mais moi, j'y connais absolument rien. Donc je laisse aussi faire ceux qui sont spécialisés là-dedans. Je dirais la même chose pour moi. Évidemment, toutes les médecines douces existent, encore une fois. Je ne connais pas spécialement. J'ai des amis qui, effectivement, s'en servent, ou des patients même, qui me disent « Tenez, j'ai pris ça, on m'a dit que ça ferait du bien. » Tant mieux, bravo, continuez. Et puis voilà. Pour moi, en tout cas, je pense que pour Jennifer aussi, il n'y a aucune incompatibilité entre toutes ces approches. Au contraire, une complémentarité. Et voilà. Et plus la synergie sera forte, et plus le résultat sera intéressant. C'est exactement ça, c'est que moi à partir du moment où on me dit ça va mieux, voilà, ça m'a fait du bien, j'y crois et voilà, tant mieux, continuer comme ça, il n'y a aucun problème quoi. C'est plus on est nombreux à suivre un patient et plus on lui fait du bien, mieux ce sera et plus ce sera bénéfique pour lui. Ça c'est sûr et certain. Super. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter ou si on a d'autres questions. Autre question, peut-être? Moi, j'ai fait le tour. Je ne crois pas. Bon, de toute façon, n'hésitez surtout pas. Enfin, je vous enverrai les notes et explications et puis les contacts aussi de Jennifer et Hélène. Si vous avez d'autres questions ou dans tous les cas, vous avez aussi mon mail que moi je ferai passer toutes questions à nos praticiennes. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. J'avais juste une question, pardon. Oui, tout à fait. Excuse-moi. Sam Ruff, il est à Paris ou il est dans quelle région? Alors, Sam Ruff. Vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Non, j'étais sur Paris avant, maintenant je suis sur Lyon, à côté de Lyon en fait. Ah, d'accord.
D'accord. Voilà, je fais des trajets, des voyages de temps en temps sur Paris, mais je suis plutôt basé sur Lyon. Mais vous avez un cabinet à Paris ou non? Non, 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 non. D'accord, d'accord. Non, mais ça peut être intéressant aussi. Oui, oui. Ok. Bon, après, c'est pas idéal, mais parfois je suis des gens à distance. Ouais. Bon, pour ça, j'aime quand même avoir un premier contact physique. Bien sûr. Euh, Mhm. c'est quand même un peu la base. Après, c'est vrai que le suivi peut se faire, notamment au niveau alimentaire, détoxination, etc. Ça peut se faire à distance. Et Mhm. après, c'est vrai que je suis plutôt basé sur Lyon maintenant. D'accord. Voilà. Ouais, si on a des patients qui partent à Lyon, on les enverra. Exactement. C'est ça qui est bien, hein. Après, il faut aussi recommander. Exactement, c'est vraiment le principe, c'est d'avoir des noms et de savoir vers qui. Mais oui, trouver des praticiens de confiance. Oui, tout à fait. D'accord. Je vois qu'on me conseille beaucoup de pierres là. Oui, je vois. Bah, c'est super. Je le mettrai en petite note. D'accord. Comme ça, on aura un petit bilan. Merci aux personnes de. Oui, merci à tous Merci à vous de nous avoir suivis. d'avoir pris le temps, oui, à l'heure du déjeuner, d'être présent avec nous. Et puis, merci Sam d'avoir participé à la conférence. Avec plaisir. Alors, je pense qu'on va arrêter là. Merci d'abord à Hélène et Jennifer aussi d'avoir été présentes et d'avoir animé la conférence. C'était super intéressant. Enfin, moi, personnellement, j'apprends toujours plein de trucs, donc c'est génial. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail, vous pouvez nous écrire, rejoindre le groupe Facebook. Donc, le nom, c'est Thérapeute de Médoucine. Et là, vous devez juste vous inscrire. Et puis, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez marquer toutes les questions. Vous verrez, chacun pose un peu ses questions. Et il y a vachement d'échanges, c'est super intéressant. Voilà, et puis encore une fois, je vous donne mon mail, c'est nolwenn@medoucine.com, donc NOLWE2N@medoucine.com. Si vous avez d'autres sujets à nous demander, vous voulez qu'on parle de thèmes en particulier, nous, on est tous oui, ce qu'on veut, c'est répondre à vos besoins, donc on y répondra avec grand plaisir. Et voilà, et puis un petit mot aussi à d'autres praticiens. Si vous souhaitez rejoindre le réseau Médoucine, participer, animer des conférences, etc., vous pouvez nous contacter directement sur le site internet ou par mail également. Voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, Jennifer et Hélène. Non, pas spécialement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop soporifique et que ça a apporté quand même pas mal de réponses. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Je réponds assez facilement aussi. Donc Nolwenn, n'hésite pas si tu as des questions. Aucun problème. Puis de toute façon, nous rediffuserons encore une fois la conférence à nos clients, nos usagers. Donc, il y aura sûrement des questions. Voilà. Merci aussi à tous d'avoir participé. Merci à Nolwenn de l'organisation, à Médoucine, également à votre disposition pour les questions éventuelles et tous les compléments que vous souhaitez entendre. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui ne sera jamais terminé. Non. Et non. Et de plus en plus actuel, et j'espère que ce sera de moins en moins, on peut espérer, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très actuel comme problème. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Bon appétit à tous. Bonne chance pour la fin de journée et vos consultations au prochain rendez-vous. Et bonne fin de semaine. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.